Alors, en ce qui concerne en premier lieu la prime de partage de la valeur, lorsqu'elle est mise en place et lorsqu'il existe dans l'entreprise un plan d'épargne salariale, donc qui, je vous rappelle, est optionnel. Aucune entreprise n'a l'obligation de mettre en place un plan de partage de la valeur, mais s'il existe, le décret crée une nouvelle obligation à la charge de l'employeur, c'est de prévenir le salarié qu'il a la possibilité de mettre sa prime de partage de la valeur sur le plan d'épargne salariale. Le salarié aura un délai de 15 jours à compter de cette information sur son droit à prime de partage de la valeur pour dire s'il préfère percevoir la prime, auquel cas elle sera versée sur son bulletin de salaire avec son salaire, soumise à cotisation et impôt sur le revenu, ou alors s'il préfère qu'elle soit versée sur le plan d'épargne salariale de l'entreprise, auquel cas elle sera exonérée d'impôt sur le revenu, elle sera exonérée de cotisation sociale et sera soumise à CSG, CRDS. Alors, cette information doit figurer sur une fiche distincte du bulletin de paye. Donc, l'information sur le montant de la prime et sur la possibilité de l'affecter au plan d'épargne salariale. Et le contenu de cette fiche est énuméré par le décret. Ce sont des informations concernant le montant de la prime de partage de la valeur, des retenues éventuelles, la possibilité d'affecter cette somme à un plan, le délai de demande d'affectation, 15 jours à compter de la réception de la fiche, et le délai à partir duquel les sommes investies sont disponibles, ainsi que les cas de déblocage anticipé. Donc ça, c'est la nouvelle obligation qui est mise à la charge des entreprises. Donc peu de modifications finalement sur ce mécanisme, sauf une ouverture, je dirais, et la possibilité de la mettre sur le plan qui existe dans l'entreprise. La seconde nouveauté, c'est le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, donc on appelle le PPVE. Alors ce PPVE se rapproche beaucoup du mécanisme de l'intéressement. Il est totalement optionnel. Qu'aucune entreprise n'a l'obligation de mettre en place un plan de partage de la valorisation de l'entreprise, mais l'esprit de ce plan, c'est de dire que l'entreprise a la possibilité de faire bénéficier ses salariés de la valorisation, de la plus-value que l'entreprise va prendre dans les 3 ans à venir. Donc ce sont des plans qui sont mis en place optionnellement par les entreprises comme tout accord collectif, donc soit avec les élus du CSE, soit avec un salarié mandaté, soit avec un délégué syndical. Donc négociation d'un accord collectif qui va prévoir que il y a une valeur de référence de l'entreprise à l'instant de la négociation de l'accord collectif, et on se donne rendez-vous 3 ans plus tard pour voir quelle est la valorisation qui aura été prise par l'entreprise, avec des critères qui ne sont pas définis par le décret. Donc ça va être la négociation qui va permettre de dire quels critères vont permettre de valoriser l'entreprise. Est-ce qu'on va retenir le résultat net? Est-ce qu'on va retenir les résultats d'exploitation? Est-ce qu'on va retenir un mix de plusieurs valorisations de l'entreprise? Et c'est sur cette plus-value que les salariés auront la possibilité de percevoir une prime au plus tôt, donc à l'expiration de cette période de 3 ans. Donc cette PPVE qui est applicable depuis le 1er juillet 2024 concerne des accords donc, qui vont trouver à s'appliquer au plus tôt dans 3 ans, c'est-à-dire en 2027. Et ce qui veut dire que les primes potentiellement rattachées à ces plans ne vont être distribuées qu'à partir de 2028, puisque la prime issue du PPVE doit être versée au plus tôt 7 mois après l'expiration du délai de 3 ans.
Voilà, donc première PPVE, ce sera en 2028. Donc on a un petit peu de temps, mais dès à présent, les entreprises peuvent négocier ce PPVE qui se rapproche, encore une fois, beaucoup de l'intéressement, mais peut-être avec plus de marge de négociation dans le cadre de la négociation collective. Alors, comme tout accord d'entreprise, il devra être déposé sur la plateforme Téléaccord. C'est une condition d'exonération des cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Avec plusieurs obligations, là encore, d'information à la charge de l'employeur. Première obligation d'information, c'est au moment de la mise en place de l'accord de PPVE, chaque salarié devra recevoir en annexe de son bulletin de paie une fiche explicative contenant le montant de référence attribué de l'entreprise, les critères de modulation et les règles de revalorisation éventuelles, et les conditions pour en bénéficier à l'issue du délai de 3 ans. Alors, au nombre de ces conditions, il y a des conditions d'ancienneté et de présence. Il faudra que le salarié ait au moins 1 an d'ancienneté au moment de la conclusion de l'accord, sauf si l'accord prévoit une autre condition d'ancienneté. Donc le décret prévoit une ancienneté d'1 an, mais l'accord collectif peut prévoir qu'il n'y ait pas de condition d'ancienneté du tout. C'est tout à fait possible. Donc première condition, 1 an d'ancienneté, et surtout, et ça le décret ne prévoit pas de possibilité d'y déroger, c'est la présence continue de 3 années du salarié au moment de la fin de l'accord de 3 ans. Pas au moment du versement de la prime issue du PPVE, mais à la fin de l'accord, il faudra que le salarié bénéficiaire ait 3 ans d'ancienneté continue. Donc s'il n'a que 2 ans d'ancienneté à la fin de l'accord, par exemple un accord qui est conclu le 2 juillet 2024 va expirer le 1er juillet 2027. Si vous avez un salarié qui est embauché en 2025, il n'aura pas eu ces 3 ans de présence continue, il ne pourra pas prétendre à la prime issue du PPVE. D'accord ? En revanche, on peut imaginer quelqu'un qui est parti de l'entreprise, qui quitte l'entreprise le 1er septembre 2025. Donc la prime sera versée 7 mois après le 1er juillet, donc ça doit faire à peu près février à peu près 2028. Même si le salarié est parti entre le 2 juillet 2027 et février 2028, mais qu'il a 3 ans d'ancienneté, il pourra prétendre à la prime issue de la PPVE. D'accord ? Donc pour le moment, moi j'ai pas encore vu de plan mis en œuvre, mais ça peut être un mécanisme intéressant pour fidéliser les salariés, pour les intéresser à la plus-value que l'entreprise va prendre. Donc première obligation d'information, au moment de la mise en place du plan, c'est l'annexe à la fiche de paye, une annexe explicative. Et deuxième obligation d'information, c'est au moment du versement de la prime, l'employeur est obligé de remettre une autre prime distincte du bulletin de paye, où là vont être repris donc le montant de référence de l'entreprise, le montant attribué aux salariés par application des critères qui figurent dans le plan, la retenue CSG-CRDS, la possibilité d'affecter la prime à un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne salariale, auquel cas les mécanismes d'exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu seront totalement applicables. Et en cas de versement sur le PEE, rappel des cas de déblocage anticipé possibles. Et enfin, les modalités de calcul de la modulation de la prime. Voilà, donc des obligations d'information assez précises que je n'ai pas reprises intégralement dans le slide. On aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler puisque la première application, ce sera effectivement pas avant 2027. Par contre, le montant de la référence est fixé
valider l'accord. Alors oui, la référence de l'entreprise. Il faut donner une valeur à l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise vaut 100. Les salariés qui auront 3 ans, 1 an d'ancienneté, qui auront été là 3 ans de manière continue, auront droit à une prime calculée selon telle modalité. On pourra s'inspirer des accords d'intéressement, le cas échéant, si l'entreprise prend par exemple 20% de la valeur de référence à l'issue du délai de 3 ans. Ah, donc c'est sur le mécanisme de majoration qui aura une prime. Si l'entreprise n'atteint pas n'a pas de plus-value par rapport à la valeur de référence, aucune prime ne sera versée, ne sera due. Et c'est cumulable avec un plan d'épargne? Alors tout à fait, le plan d'épargne, c'est indépendant en fait. Alors la PPVE, c'est complètement optionnel. Le PPVE, c'est le plan. Le plan de valorisation d'entreprise est totalement optionnel, mais à côté de cela, l'entreprise peut déjà avoir un plan d'épargne salariale, un PE, un PER, un PERCO, etc. Et le salarié aura la possibilité de verser sa prime sur le plan d'épargne salariale, ce qui fait qu'il pourra bénéficier des exonérations de cotisations et d'impôts sur le revenu. Hein, donc ce qui est étrange, c'est que ça fidélise effectivement sur 3 ans l'effectif présent à la date où on signe, mais tous ceux qui sont recrutés après, il faut qu'ils attendent un futur plan éventuellement à l'issue des 3 ans. Alors on peut imaginer qu'effectivement, à l'issue des 3 ans, il y aura une nouvelle négociation ou une prorogation de l'accord qui existe. Hein. Il est assez rare que des acquis sociaux comme cela soient remis en cause, soient supprimés dans les entreprises. En fait, ils peuvent être renégociés, mais rarement supprimés. En tout cas, c'est l'esprit de ce mécanisme. Voilà. Excusez-moi, même dans la PPVE, à l'issue au versement, s'ils ne prennent pas l'option de mettre sur le plan d'épargne salariale, il y aura quand même des cotisations? Oui, exactement. D'accord, donc oui. En fait, c'est le même principe que le PPV. C'est le même principe que la PPV, sauf que c'est un mécanisme sur le long terme. Hein, donc l'esprit n'est pas le même. La PPV, c'est un peu la prime, ce qu'on appelle la prime Macron, qui peut être unitaire, voilà, qui n'est pas inscrite dans le temps et qui reste tout à fait à la discrétion de l'employeur. Voilà. Et qui fait là, alors que le PPV, c'est vraiment un mécanisme de négociation collective. Alors ensuite, le décret du 5 juillet prévoit un mécanisme d'avance sur intéressement. Je vais passer rapidement parce que c'est assez technique. Là aussi, les avances peuvent être versées avec l'accord express du salarié qui devra être formulé au plus tard 15 jours après l'information de celui-ci de la possibilité de percevoir une avance sur l'intéressement par un mécanisme qui permet la délivrance d'un accusé des réceptions et là encore fiche synthétique et distincte du bulletin de salaire. Donc on voit que les bulletins de salaire vont être de plus en plus lourds en informations puisqu'on a non seulement toutes ces informations concernant les primes, les mécanismes de partage de la valeur, on a aussi les les informations concernant les congés payés au titre de l'arrêt maladie. Donc voilà, on s'interroge un peu sur la tête que vont prendre les bulletins de salaire avec toutes ces informations cumulées. Sur la participation, on a également quelques précisions dans le décret du 5 juillet sur d'abord les périodes d'absence liées au congé de paternité et d'accueil de l'enfant qui donnent expressément lieu à un rétablissement du salaire pour calculer le droit des salariés à la réserve spéciale de participation lorsqu'elle est répartie selon le critère de la rémunération. Et surtout 3 nouveaux cas de déblocage anticipé applicables depuis le 7 juillet 2024. Donc le premier cas, ce sont des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale. Jusqu'à présent, c'était les travaux d'acquisition et d'agrandissement de la résidence principale. Donc aujourd'hui, on a des travaux de rénovation énergétique. C'est toujours la résidence principale, on ne parle pas de résidence secondaire.
Deuxième cas de déblocage anticipé, c'est l'achat d'un véhicule électrique ou à hydrogène ou d'un véhicule électrique. Donc a priori, les véhicules hybrides ne sont pas concernés par le déblocage anticipé. Et alors ces deux nouveaux cas anticipés sont applicables 6 mois après le fait générateur. Donc le fait générateur de ces nouveaux cas de déblocage anticipé, il faut que le salarié puisse démontrer qu'il a besoin d'investir soit dans des travaux de rénovation énergétique, soit l'acquisition d'un véhicule électrique ou hydrogène. Donc, il devra justifier de ce fait générateur par la production d'un devis, puisque ça ne peut pas être la facture, sans quoi il n'aurait pas besoin du déblocage anticipé. Donc ça, c'est soumis à la délivrance la demande doit être présentée dans les 6 mois du fait générateur, donc du devis. Et le troisième cas de déblocage anticipé, c'est l'activité de proche aidant. Les activités de proche aidant exercées par le salarié ou son conjoint auprès d'un proche au sens du congé proche aidant. Ces proches aidants pourront solliciter le déblocage anticipé de leur participation sans délai. Ça, c'est applicable depuis l'entrée en vigueur du décret le 7 juillet 2024. Donc, il n'y aura pas besoin de produire une pièce particulière pour bénéficier de ce plan, de ce déblocage anticipé. Et enfin, dernière nouveauté du décret, c'est l'hypothèse des versements unilatéraux, des amendements unilatéraux de l'employeur sur les plans d'épargne salariaux. Jusqu'à présent, les plans de versement unilatéraux de l'employeur étaient encadrés et ne devaient pas dépasser 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, ni le triple de la contribution du salarié. Donc l'abondement était doublement limité, le triple de la contribution du bénéficiaire et 8% du plafond annuel de la sécurité sociale. Le décret du 5 juillet ouvre le montant de l'abondement unilatéral de l'employeur lorsqu'il s'agit d'un rachat d'actions. Donc lorsque le salarié aura l'intention d'acheter des actions ou des certificats d'investissement émis par l'entreprise, l'employeur aura la possibilité de faire un abondement unilatéral sans participation du salarié et cet abondement est majoré jusqu'à 3 000 € ou 6 000 € et en toute hypothèse jusqu'à 8% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc 3 000 ou 6 000 €, c'est un abondement exonéré de cotisation et au-delà, l'abondement sera possible mais soumis à cotisation jusqu'à 8% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc ça, c'est la nouveauté en cas d'abondement unilatéral de l'employeur, uniquement réservé au cas de rachat d'actions par l'entreprise. Donc je ne sais pas si ça concerne beaucoup d'entreprises, mais voilà, c'est un mécanisme qui y incite, en tout cas. Je passe sur les fonds labellisés des plans d'épargne qui favorisent là les mesures de transition énergétique et écologique et l'investissement socialement responsable. Voilà pour ces décrets des 29 juin et 5 juillet 2024, donc très techniques. Alors c'est le propre du décret en même temps, hein, c'est de préciser des mesures légales qui sont plutôt générales et c'est au pouvoir réglementaire de préciser justement comment c'est mis en œuvre, dans quelles conditions, donc c'est un peu plus technique. Nous avons également des décrets pris en application de la loi immigration du 26 janvier 2024. Donc c'est un décret du 9 juillet 2024 qui précise les dispositions de la loi immigration qui est entrée en vigueur le 28 janvier 2024 qui concerne les autorisations de travail et les sanctions qui s'appliquent à l'employeur d'un salarié étranger
non autorisés à travailler. Alors, 6 informations à connaître. La première, c'est la demande et la délivrance d'autorisation de travail. Depuis le 1er septembre 2024, alors je précise, vous aurez la communication du support, donc voilà, c'est assez précis sur le support, je ne vais pas relire tout ce qui est à l'écran, mais depuis le 1er septembre 2024 sont précisées les conditions, les nouvelles dispositions pour se voir délivrer des autorisations de travail. Qui concerne aussi bien l'employeur que le donneur d'ordre. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté, c'est que c'est pas seulement l'employeur qui est concerné par ces mesures, mais aussi le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil d'un salarié étranger qui a besoin d'une autorisation de travail. Donc l'employeur ou le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice, ne doit pas avoir fait l'objet de condamnation pénale ou sanctions administratives pour tout ce qui concerne l'emploi irrégulier. En gros, tous les itinéraires sont afférents à l'emploi irrégulier. Et l'autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou d'accueil. Un point concernant les emplois saisonniers et selon lequel il est exigé la preuve de la délivrance d'un logement décent, assurant des conditions de vie décentes aux travailleurs étrangers pour qui on demandera une autorisation de travail. Et enfin, le renouvellement de l'autorisation du travail est également soumis au respect de ces mêmes conditions. Donc il y aura une vérification au moment du renouvellement de l'autorisation de travail et pas seulement au moment de la délivrance. Deuxième nouveauté, c'est la solidarité financière. Alors l'amende administrative elle existait déjà, mais avec la loi du 26 janvier 2024, elle avait été portée à 20 750 € par travailleur étranger pour les employeurs ayant recours à l'emploi d'un travailleur étranger non autorisé à travailler. Le décret du 9 juillet précise les cas dans lesquels cette amende s'applique. Donc, lorsqu'il y a l'emploi d'un travailleur étranger non autorisé à travailler en France, lorsque le travailleur est autorisé à travailler, mais que finalement l'employeur ou le donneur d'ordre ou l'entreprise utilisatrice ou d'accueil l'emploie pour une autre activité que celle faisant l'objet de l'autorisation de travail. Et enfin, recours au service d'un employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler. Donc ça concerne l'entreprise utilisatrice qui va sous-traiter, par exemple, à une entreprise qui elle-même a recours à des travailleurs en situation irrégulière. Voilà, donc, l'entreprise utilisatrice peut aussi se voir infliger cette amende administrative. Alors, cette amende, toutefois, elle est modulée, elle est minorée lorsque l'employeur sait acquitter des salaires et des indemnités dues aux salariés étrangers. Donc, on considère que l'employeur est moins dans l'illégalité lorsqu'il a quand même respecté ses droits, ses devoirs d'employeur vis-à-vis du salarié, qu'il a payé ce qu'il devait au salarié. L'amende administrative est réduite à 8 300 €. Alors, comment ça se passe ? Le décret précise la mise en œuvre de l'amende administrative. Je ne rentre pas dans le détail. L'administration prévient l'employeur ou l'entreprise utilisatrice ou le donneur d'ordre qui a 15 jours pour faire ses observations. Ensuite, l'employeur ou le donneur d'ordre se verra donc notifier le montant de l'amende. Alors, ce qui est nouveau, c'est la solidarité financière, puisque pourront être frappés par cette amende administrative, comme je vous le disais, non seulement l'employeur, mais le donneur d'ordre, le bénéficiaire effectif. Et le décret prévoit les modalités
de mise en œuvre de cette solidarité financière avec des conditions assez précises et la répartition des montants solidairement entre l'employeur et l'entreprise utilisatrice. Donc c'est le ministère chargé de l'immigration qui procédera à la mise en œuvre de la solidarité financière. Le montant qui est dû sera versé sur un compte ouvert par l'OFII au nom du travailleur étranger concerné et le paiement doit se faire dans un délai déterminé fixé par le ministère mais qui ne peut pas être inférieur à 15 jours. Si l'amende n'est pas payée, c'est le ministère de l'immigration qui procédera au recouvrement forcé de l'amende auprès de l'employeur ou du donneur d'ordre. Alors, deux précisions. La réitération est caractérisée lorsqu'il y a eu des faits précédents dans les 5 ans qui précèdent, et c'est le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée qui est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à cette amende. 5e point concernant ces décrets d'application de la loi immigration, c'est cela concerne l'embauche des travailleurs étrangers dans les métiers, attention, avec mise en œuvre, publication d'un nouveau formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'autorisation de travail au titre des métiers en tension. Alors, je vous rappelle ici donc la disposition de la loi qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour travailleur temporaire ou salarié à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2026 pour les travailleurs sans papier qui pourraient justifier d'au moins 12 mois de travail au cours des 24 mois qui précèdent, d'une période de résidence ininterrompue d'au moins 3 ans en France et de leur insertion sociale et familiale, respect de l'ordre public, des bonnes mœurs, etc. Donc ça, c'est prévu, effectivement, ça permet la délivrance d'une carte de travail temporaire jusqu'au 31 décembre 2026 et ce formulaire, nouvelle version, est en ligne depuis le 9 juillet 2025. Sur le même thème, toujours, le ministère du Travail a publié le 18 juin 2024 un guide de sensibilisation à destination des CSE visant à lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination liée à cette origine. Donc ça concerne essentiellement les CSE et l'information sur les compétences et les pouvoirs qu'ils ont dans cette lutte contre ces mesures. Voilà pour ces décrets d'application de la loi d'immigration. Alors ensuite, un décret a également été adopté le 6 juin 2024 qui ajoute une nouvelle obligation pour les employeurs dans le cadre de l'organisation des élections du CSE. L'employeur doit intégrer des mentions obligatoires dans l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral. Donc cette invitation doit désormais mentionner le nom et l'adresse de l'employeur, évidemment ça existait déjà, la désignation de l'établissement, l'intitulé et l'identifiant de la convention collective de branche applicable. Alors c'était souvent fait mais ce n'était pas obligatoire, désormais c'est obligatoire, et le lieu, la date et l'heure de la première réunion mentionnée au 4e alinéa de l'article sur l'obligation de négocier le protocole d'accord préélectoral. Dans un communiqué du 30 juillet 2024, l'URSSAF indique que les prestations servies aux salariés par le CSE et par l'employeur en l'absence de CSE, en lien avec les activités sociales, sont exonérées de cotisations et de contributions sociales sous certaines conditions. Alors ça, c'est la mise en œuvre dans ce communiqué d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2024 qui a condamné comme étant discriminante
la condition d'ancienneté prévue pour bénéficier des œuvres sociales et culturelles des œuvres fournies par le CSE. Donc les activités sociales et culturelles soumises à condition d'ancienneté par les CSE, comme c'est souvent le cas, ont été jugées comme discriminatoires dès lors qu'était prévue une condition d'ancienneté du salarié. La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 avril 2024, considère que cette condition d'ancienneté elle est discriminante et donc elle est inopposable aux salariés. Ça, c'est d'application immédiate, hein, donc dans toutes les entreprises où cette condition est prévue, cela est inopposable, sans besoin qu'il y ait eu ce communiqué. Mais donc c'est pas dans le décret, mais ce communiqué, lui, en tire les conséquences sur le fait qu'effectivement les prestations servies aux salariés par le CSE sont exonérées de cotisations sociales sans condition d'ancienneté. Donc ça c'est immédiat effectivement au niveau des cotisations URSSAF. Et les employeurs ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces prestations et se mettre en conformité. Donc vis-à-vis de l'URSSAF. En revanche, dès à présent et par application de l'effet direct de la jurisprudence du 3 avril 2024, eh bien tout salarié qui se verrait exclu du bénéfice des activités sociales et culturelles pourrait le revendiquer au nom d'une discrimination qui serait prévue dans le règlement intérieur du CSE. Donc, ce sont deux choses différentes. L'URSSAF, ça concerne les cotisations, mise en œuvre jusqu'au 31 décembre 2025. En revanche, possibilité pour tous les salariés, exclus par le biais de la condition d'ancienneté, eh bien, de dire que cette condition est inopposable et de revendiquer dès à présent le bénéfice des activités sociales et culturelles. Donc voilà pour cette activité réglementaire du troisième trimestre 2024. Il y a beaucoup de chantiers en cours qu'on verra à la prochaine table ronde d'actualité sociale. On verra où ça en est. Il y a beaucoup de chantiers en cours effectivement par le nouveau gouvernement. Alors, la deuxième partie, je la consacrerai à la santé au travail avec une nouveauté concernant la contre-visite médicale et j'ai fait un rappel, un panorama des obligations de l'employeur en matière de santé au travail et de visite médicale. Donc le support est très complet, je ne m'attarderai pas sur tout ce qui y figure, mais ça va être vraiment un support pour vous et je vous invite vraiment à vous y référer parce que j'ai fait vraiment le focus complet des obligations en matière de visite médicale, de prévisite, etc. Donc ne soyez pas surpris si ici je ne reprends pas tout, ce serait trop long. Alors, ce qui est nouveau, c'est ce décret du 5 juillet 2024 sur la contre-visite médicale. Cette contre-visite médicale, elle existe déjà. Elle était déjà prévue par une loi d'il y a une dizaine d'années dont on attendait toujours les modalités de mise en œuvre. On attendait ce décret depuis une dizaine d'années, puis finalement, là, le décret n'étant pas venu, c'est la jurisprudence qui a mis en place un certain nombre de modalités de mise en pratique qui sont finalement reprises pour l'essentiel dans ce décret de 5 juillet 2024. Alors la contre-visite médicale, elle est optionnelle, hein, elle est ouverte par tout employeur dès lors qu'il a un doute sur la réalité du fait générateur de l'arrêt maladie de l'un des salariés. Donc il n'y a pas de condition de durée d'un arrêt maladie, il n'y a pas de condition de motif d'arrêt maladie, il n'y a pas de condition d'ancienneté. Il peut refaire autant de contre-visites médicales qu'il le souhaite, sans tomber toutefois dans une sorte de harcèlement et de suspicion excessive. Donc c'est vraiment à la discrétion de l'employeur de mettre en place cette contre-visite médicale dès lors qu'il a un doute sur la réalité d'un arrêt de travail.
Il peut également demander à la sécurité sociale, donc il y a deux manières, si vous voulez, de faire la contre-visite médicale. Soit l'employeur a ce doute et demande à la sécurité sociale, à la CPAM, dont relève le salarié, de procéder à cette contre-visite médicale par un médecin contrôleur. La mise en œuvre est assez compliquée parce que les services de la sécurité sociale sont très engorgés et ne seront pas peut-être suffisamment réactifs par rapport à la demande de l'employeur. Donc l'autre possibilité, c'est que l'employeur demande à un médecin contrôleur d'effectuer cette contre-visite médicale. Alors ce n'est pas le médecin traitant, ce n'est pas le médecin du travail non plus, ce sont des médecins vérificateurs qui sont répertoriés, qu'on trouve assez facilement sur Internet. Ce sont des médecins qui vont afficher effectivement que leur métier, c'est d'aller vérifier la réalité d'un arrêt de travail qui aura été délivré par un médecin traitant ou autre du salarié. Je vous rappelle que le médecin du travail ne délivre pas d'arrêt de travail. Alors, la condition d'ouverture de cette contre-visite médicale, c'est que l'employeur doit verser un complément de salaire. Si l'employeur ne verse pas de complément de salaire, que le salarié ne perçoit que ses IJSS, ou que le complément de salaire est pris en charge par un organisme de prévoyance, mais que l'entreprise ne verse rien aux salariés en arrêt maladie, la contre-visite médicale n'est pas ouverte. Donc vraiment la condition d'ouverture, c'est que l'entreprise en soit de sa poche pendant cet arrêt maladie et verse un complément de salaire directement aux salariés en arrêt maladie. Est-ce que le salarié peut refuser la visite médicale, la contre-visite médicale? Absolument pas. C'est un pouvoir qui appartient à l'employeur, qui est mis en place par ce décret. Alors l'obligation du salarié, lorsqu'il est en arrêt maladie, d'ailleurs il y a un nouveau formulaire d'arrêt maladie qui a été mis en place aussi cet été, qui est plus précis, qui, on verra tout à l'heure, qui contient plus d'informations. Le salarié a l'obligation d'indiquer l'adresse à laquelle la contre-visite médicale pourrait avoir lieu. Donc lorsque le salarié communique un arrêt maladie sans adresse, et il y en a, en principe, cet arrêt maladie est inopposable à l'employeur qui n'a pas l'obligation de le transmettre à la sécurité sociale. Donc le salarié a l'obligation d'indiquer son adresse et c'est à cette adresse qu'il peut faire l'objet d'une contre-visite médicale. En cas de sortie libre, le salarié ou le médecin doit également mentionner les heures auxquelles le salarié est susceptible de recevoir la contre-visite médicale. Donc sortie libre, ça ne veut pas dire totale liberté pour le salarié. Notamment, il y a des cases à cocher avec des heures de présence obligatoires pendant lesquelles la contre-visite médicale peut être organisée par l'employeur et le médecin contrôleur. Donc si le salarié refuse la contre-visite ou s'il n'est pas là une fois, le médecin contrôleur peut revenir ou 2 fois ou 3 fois. La sanction, c'est que l'employeur peut prévenir la sécurité sociale qui cessera le versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Ça, c'est sur le plan de la sécurité sociale, mais sur le plan droit du travail, l'employeur peut également en tirer les conséquences sur un salarié, enfin sur un arrêt de travail abusif ou mensonger, par exemple. Oui. Donc l'employeur peut arrêter les versements uniquement si et seulement si son collaborateur se refuse au contrôle. Dans le cas où, puisque vous mentionnez aussi des absences
et le fait que l'arrêt maladie soit justifié, Oui. dans ces cas de figure-là, il se passe quoi en fait? Alors, si l'arrêt maladie est justifié, à ce moment-là, il n'y a pas de conséquences. Les indemnités continuent à être versées par la sécurité sociale et le complément de salaire par l'employeur. Et s'il ne l'est pas, c'est-à-dire en fait concrètement le médecin se rend au domicile du salarié, Oui. il n'est pas présent donc. Alors, s'il n'est pas présent, il peut retourner une fois ou deux fois, mais s'il n'est pas là, c'est considéré comme le contrôleur ne peut pas s'assurer qu'il s'agit d'un arrêt maladie justifié, et l'employeur le signale à la sécurité sociale qui peut cesser les indemnités journalières. Voilà. Et l'employeur, les indemnités complémentaires. Et dans les faits, s'assurer que l'arrêt maladie est justifié, ça veut dire un examen médical au domicile. Exactement. Alors, précision effectivement très utile. Nouveauté du décret du 5 juillet, c'est jusqu'à présent le médecin contrôleur se rendait au domicile du salarié. Le décret prévoit que le médecin contrôleur peut convoquer le salarié à son cabinet. Voilà, ça c'est une possibilité effectivement qui est mise en place par le décret. Donc ça peut avoir lieu au domicile ou au cabinet du médecin contrôleur. Si le médecin contrôleur convoque le salarié par tout moyen, si le salarié ne vient pas à la contre-visite, n'est pas à son domicile au moment d'une contre-visite à domicile, effectivement, il peut y avoir des doutes sur la réalité de l'arrêt maladie, ou en tout cas sur l'adresse à laquelle le salarié aura indiqué pouvoir être contrôlé. Voilà. Ça peut être mis en place que pour des arrêts qui sont à minima d'une durée un petit peu longue. Alors, ça peut être... Des arrêts répétés de 3, 4, 5 jours, le temps que tout ça se mette en place, en fait, c'est mort. Et puis souvent, quand on est sur des arrêts un peu longs, effectivement, la prévoyance prend le relais après. C'est ça. Donc, de toute façon, on n'est plus éligible. Et de toute façon, après, je ne vais pas dire la pénalité, mais ce qui se passe, c'est quand on est dans ces cas-là, et ça peut arriver, je ne dis pas que c'est mon cas, mais après, les coûts de prévoyance, quand l'année d'après, on les négocie, pouf, ça explose. Exactement. De toute façon, ça revient dans la case départ. Hein. Oui, alors... il y a pas mal de prévoyances qui entrent en jeu au bout de 90 jours. Donc, vous avez quand même une fenêtre de tir, je dirais, jusqu'à ce que la prévoyance... Oui, ça dépend des entreprises, effectivement. Mais ça peut aussi concerner... Alors, c'est pas forcément long à mettre en place. La contre-visite demandée à la sécurité sociale, c'est long, effectivement, mais lorsque vous sollicitez une officine de contre-visite par des médecins contrôleurs, ça peut être extrêmement rapide. C'est vrai. Exactement, oui, c'est assez rapide, voilà, c'est vraiment... et il y a un maillage de médecins contrôleurs, on en trouve très facilement sur tout le territoire à des coûts relativement modérés, donc c'est vraiment très facile à mettre en œuvre. En revanche, c'est vrai que si vous avez un arrêt maladie, déjà vous le recevez dans les 48 heures et que c'est un arrêt de 4 jours ou 5 jours, si ce sont des arrêts perlés, c'est difficile de mettre en place un contrôle. Si vous avez des arrêts plus longs qui sont répétés, effectivement. Et surtout, vous avez un doute. L'objet, quand même, c'est qu'il doit y avoir un doute, hein, parce que s'il y a un contentieux, un précontentieux ou un contentieux prud'homal qui s'ensuit, il faut pouvoir justifier du doute qu'avait l'employeur. Parce que si vous n'avez pas, soit une activité annexe, soit vous apprenez par les réseaux sociaux, j'ai eu le cas, c'est pour ça que je vous en parle, que le salarié en arrêt maladie donnait des cours pendant son arrêt maladie, effectivement, ça a justifié la contre-visite et le licenciement disciplinaire. Il faut quand même avoir un dossier, je dirais, pour lancer la contre-visite. Mais je pense que sur tout ce qui est cette problématique, elle est vraiment sur tous les arrêts qui peuvent être perlés, et voilà, les petits arrêts où quand on a une obligation de subrogation de maintien de salaire rapidement, voilà, donc de toute façon... Ça ne répond pas à cette problématique. Et là, on en revient au discours qu'il y a sur les délais de carence. C'est ça, c'est pas la même problématique, effectivement, c'est pas la même problématique, tout à fait. Ça ne répond pas à cette problématique. Voilà.
Alors, je vous ai repris ici les modalités de la contre-visite. Hein, je ne vous les rappelle pas. Alors, juste un point, certaines conventions collectives et l'Alsace-Moselle ne prévoient pas interdisent même les contre-visites médicales. Donc, si vous avez des établissements en Alsace-Moselle, eh tout ce que je viens de vous dire ne sera pas applicable. C'est le droit local qui s'applique. Est-ce qu'il faut faire apparaître cette possibilité dans le règlement intérieur ou pas? Alors non, puisque c'est un décret donc, qui est applicable directement à toute entreprise et à tout salarié. Voilà. Mais ça peut être effectivement une possibilité. C'est une possibilité. Ça peut aussi dissuader les salariés qui seraient tentés d'arrêt qui seraient moyennement justifiés ou pas justifiés dans le cadre, par exemple, d'un précontentieux ou d'une stratégie pré-contentieuse. Alors toujours sur le domaine de la santé, on a pas mal d'éléments sur le troisième trimestre. Un communiqué du 13 septembre 2024 est revenu sur les agents cancérigènes qui reliste les risques d'exposition en fonction du secteur, profession par profession, ou substance, visant à la substance concernée et les solutions à proposer aux salariés exposés sous forme de fiches synthétiques. Donc ça concerne les salariés exposés à des facteurs cancérigènes en milieu professionnel qu'on peut retrouver donc dans ce communiqué et ses annexes. Alors dans cette partie, c'est là où je faisais le focus sur le rappel, parce qu'il n'y a pas de nouveauté avec ce décret, sur le suivi de l'état de santé des salariés. Ce qui a été, ce qui fait l'objet d'un question-réponse lancé par le ministère de la Santé en date du 18 septembre 2024. Donc, il n'y a pas de nouveauté dans ce question-réponse, mais c'est intéressant puisque ça reprend l'intégralité des obligations de l'employeur sur le suivi de la santé des salariés avec un tableau de synthèse relatif au suivi individuel de l'état de santé de chaque salarié. Donc ça liste effectivement, ça reprend les facteurs de risque, les spécificités du suivi individuel renforcé, les visites et surtout les cas d'inaptitude et les obligations de l'employeur d'inaptitude. Donc on va peut-être se focaliser sur ce sujet. Alors évidemment, l'ensemble de ces mesures visent à lutter contre les arrêts de travail abusifs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'assurance maladie a mis en place un nouveau formulaire d'arrêt maladie qui comprend 7 points d'authentification, les rendant moins falsifiables. Donc je ne m'y arrête pas puisque ce sont des formulaires que vous recevez déjà. Des arrêts de travail par scan, par PDF ou par Alors, c'est pas interdit, effectivement, mais à partir de juin 2025, ce nouveau formulaire sera obligatoire. Donc, avec 7 points d'identification. Donc, effectivement, beaucoup d'arrêts maladie sont déposés soit sur le coffre-fort, soit transmis par mail. Ça n'est pas interdit. Mais dès lors que vous avez un doute sur l'authentification, la réalité de l'arrêt, il faut demander l'original au salarié, le volet employeur au salarié en original. Ou alors un volet qui n'est pas complet, qui ne comporte pas l'adresse du salarié, ou les cases ne sont pas cochées sur les heures de contre-visite, ça c'est obligatoire. Donc ça vous donne le droit de demander au salarié la transmission de l'original. Voilà. Sans que ce soit une demande abusive. Voilà. Puisque ce sont des obligations, des informations qui doivent être obligatoirement transmises à l'employeur. Si elles n'y figurent pas, vous pouvez donc les demander. Je peux
Il n'y a plus les horaires en cabaret, sans aucun horaire, quoi. Alors, ça doit être coché, effectivement, il y a des horaires de 14, alors c'est de 9h à 11h et de 14 à 16 de mémoire, présence à l'adresse mentionnée, et ces horaires doivent être cochés pour permettre effectivement les contre-visites à domicile. Et donc les sorties, avant il y avait... Alors c'est sortie libre, mais avant effectivement c'était sortie autorisée de telle heure à telle heure ou sortie libre, et au bout, aujourd'hui vous avez effectivement ces horaires. Il n'y avait pas une case, pas de contrainte de sortie, Si, c'est la case sortie libre. Sortie libre. Il existe toujours, la seule chose c'est qu'il va falloir mentionner des horaires. C'est ça, oui, exactement, oui, tout à fait. Voilà, ça c'est la nouveauté du décret du 5 juillet 2024, effectivement. C'est pour ça que lorsque vous avez, ça n'a rien à voir, enfin un lien quand même, mais lorsque vous engagez une procédure de licenciement, ou alors que vous engagez une procédure de licenciement et que le salarié se met en arrêt maladie ou est en arrêt maladie, attention de fixer l'heure de l'entretien préalable sur une heure de sortie autorisée. Donc si vous avez un doute, si vous pensez que le salarié peut se mettre en arrêt maladie, par anticipation, préférez les horaires à midi, 13h, plutôt qu'entre 9h et 11h ou 14 ou 16h où il doit être à son domicile. Voilà. Donc si vous avez fixé un horaire pendant les heures de présence obligatoire à son domicile, eh bien, il aura un motif légitime pour ne pas se présenter à l'entretien préalable. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les obligations de l'employeur dont vous aurez la transmission détaillée. Vous savez donc qu'il y a un certain nombre de visites. La visite d'information et de prévention qu'on appelle toujours la visite préalable d'embauche, mais c'est plus comme ça, ça n'existe plus depuis le 1er janvier 2017. Elle doit être faite dans les 3 mois de l'embauche, sauf si le salarié en a déjà eu une au cours des 5 années qui précèdent. Donc ça, c'est à l'employeur qui embauche de vérifier qu'elle a bien eu lieu, sinon il faut l'organiser, effectivement, auprès de la médecine du travail, et elle doit être renouvelée tous les 5 ans. Le suivi médical personnalisé, ça concerne des salariés qui ont des caractéristiques particulières, une santé déjà avec des risques, ou qui sont exposés à des risques professionnels, par exemple dans un milieu avec des facteurs d'exposition aux facteurs cancérigènes. À ce moment-là, cette visite, ce suivi médical personnalisé, il doit être mis en place. Et la visite périodique a lieu tous les 3 ans, donc un suivi particulier. Même chose pour les salariés exposés à des facteurs de risque. Cette fois, la visite ne peut pas être supérieure à 4 ans. Et le travailleur doit bénéficier d'une visite intermédiaire par un professionnel de santé, donc pas forcément le médecin du travail, mais au plus tard 2 ans après la visite à la médecine du travail. Donc pour les salariés exposés à des facteurs de risque biologiques, amiante, etc. Alors, les visites médicales de reprise après le travail, on en a 2. La visite médicale de reprise, alors ça a changé l'année dernière, la visite de reprise est obligatoire dans les 8 jours après la reprise du travail par le salarié pour une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou 60 jours pour un arrêt d'origine non professionnelle. D'accord ? Donc 60 jours pour un arrêt d'origine non professionnelle, 30 jours pour un arrêt d'origine professionnelle ou une absence congé maternité. Et la visite de pré-reprise est obligatoire pour les arrêts de travail d'une durée de plus de 3 mois. Donc ça, c'est bien entré en vigueur l'année dernière. Alors,
quelles sont les sanctions en cas d'absence de visite médicale? On a parfois cette question dans les contentieux, à l'occasion des contentieux prud'homaux. L'absence de visite médicale, c'est une infraction pénale, donc qui expose l'employeur à une contravention de 5e classe avec une peine de prison en cas de récidive et une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 3 750 €. Ça, c'est sur le plan pénal, mais sur le plan prud'homal, l'employeur peut également se voir sanctionné par des dommages et intérêts. Nous a rappelé l'arrêt du 27 juin 2018 qui n'a pas été démenti depuis. Il faut que le salarié démontre l'existence d'un préjudice. Donc, on est là sur la fin du préjudice dit de principe. Il y a un manquement de l'employeur qui n'a pas organisé la visite. Mais s'il n'y a pas de préjudice, eh bien, il n'y aura pas d'indemnité. Voilà. J'ai en tête un cas où, effectivement, le salarié travaillait dans un centre médical, était salarié d'un centre médical et avait demandé des dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale. Le Conseil de prud'homme a refusé d'allouer des dommages et intérêts puisqu'il n'y avait pas de préjudice et il a aussi tenu compte du fait de l'environnement professionnel dans lequel se trouvait le salarié, où il pouvait se faire suivre au niveau de sa santé et donc il n'avait pas pu démontrer l'existence d'un préjudice, donc il avait été débouté de cette demande. Sur le premier point, juste une question. Oui. En cas de non pas de retard dans la mise en place de la visite médicale dans le délai de 3 mois, parce que, je ne vais pas citer le nom, mais il y a retard. Donc nous, le salarié est déclaré, mais si l'organisme qui doit faire la visite ne la fait pas, ou nous signale qu'il est en retard, ou le reporte, c'est un moyen de recours, nous ? Alors, l'obligation porte sur l'employeur. Si l'employeur démontre qu'il a fait le nécessaire pour organiser la visite dans les 3 mois, mais qu'elle n'a pas pu avoir lieu à raison d'un engorgement des services d'organisation de la visite, vous ne pouvez pas être sanctionné. Voilà, ça, il n'y a pas de doute sur le sujet. On va contrôler vos obligations. Est-ce que l'employeur a mis en place ce qu'il fallait ? Oui, il n'y a pas de risque. Okay. Alors, en revanche, si le salarié, lui, ne se soumet pas à la visite médicale, eh bien, c'est une faute, et il peut être soumis à sanction disciplinaire. Ça peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave lorsqu'il réitère son refus de se soumettre aux visites médicales qui s'imposent à l'employeur. L'employeur a l'obligation d'assurer la santé et la sécurité des salariés, mais si les salariés s'y refusent, eh bien eux-mêmes commettent une faute qui est susceptible d'être sanctionnée. Alors, une petite précision sur le secret médical au travail. La santé des employés est-elle confidentielle ? Oui, évidemment. Donc l'employeur n'a pas à avoir connaissance des raisons de l'arrêt maladie. Le salarié peut communiquer, mais c'est optionnel. Le médecin du travail est tenu également au secret médical et n'a pas à communiquer les informations à l'employeur. Alors avec une exception possible, c'est lorsqu'il s'agit d'une maladie d'origine professionnelle. Le médecin du travail, le médecin traitant peut effectivement révéler que la maladie dont est atteint le salarié trouve son origine ou a été aggravée par l'exposition à un risque particulier dans le milieu professionnel. Donc là, c'est une exception au principe du secret médical qui est absolu et qui est sanctionné pour le médecin qui n'aurait pas respecté ce secret médical. Alors, évidemment, je rappelle qu'aucune forme de discrimination liée à l'état de santé n'est tolérée, mais ça, effectivement, ça va de soi.
Et une exception qui est prévue par le Code de la sécurité sociale, c'est lorsque l'employeur est directement mis en cause dans la dégradation de l'état de santé du salarié, dans le cadre d'un dossier contentieux sur un accident du travail ou maladie professionnelle, il peut demander à l'autorité judiciaire à consulter le dossier de l'assurance maladie. Et là, c'est une exception, alors c'est lié à ce que je vous disais à l'instant, une exception au service, au secret médical, puisqu'il est mis en cause dans la survenance de l'arrêt ou de la maladie professionnelle. Et enfin, question, on nous demande souvent, on nous dit souvent, je découvre que mon salarié a une invalidité ou est travailleur handicapé à l'occasion d'un précontentieux et il s'en prévaut, mais il ne m'en avait pas avisé ni à l'embauche ni au cours du contrat de travail. Est-ce qu'il a commis une faute ? Alors, non, il n'a pas commis de faute puisque le salarié bénéficie d'un droit au silence. Il n'a pas l'obligation de communiquer à son employeur le fait qu'il est salarié ou qu'il est en ALD au moment de son embauche ni au cours du contrat de travail. En revanche, il est fortement recommandé aux salariés d'en aviser le médecin du travail qui assurera un suivi particulier mais qui ne diffusera pas cette information à l'employeur au nom du secret médical. Avez-vous des questions sur cette partie santé au travail ? Non ? Je continue. Oui. Sur maladie professionnelle, du coup, tout ce qui est burn-out aujourd'hui, c'est considéré comme quoi ? Donc uniquement d'origine professionnelle. Enfin, en fait, on est dans quelle case là ? Alors c'est une maladie. Oui, alors c'est une maladie hors tableau. Donc c'est pas la présomption d'origine professionnelle n'existe pas. Donc c'est au salarié de démontrer que l'origine est exclusivement d'origine professionnelle. Voilà. Donc en général, c'est l'objet de deux contentieux, un contentieux sur le plan avec la sécurité sociale et un contentieux sur le plan prud'homal. Donc ça va souvent de pair avec un contentieux sur le harcèlement moral ou les conditions de travail. Mais ce n'est pas une maladie professionnelle reconnue d'office. Aujourd'hui, comme certaines maladies physiques qui posent pas de difficultés. Un mot sur les accidents du travail des intérimaires. Alors, très rapidement, ça concerne la solidarité, enfin le partage du coût des accidents, des arrêts de travail et maladies professionnelles. Jusqu'à présent, ce sont les entreprises de travail temporaire qui supportent totalement le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et à partir de 2028, il y aura un partage par moitié entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire. Donc on a le temps d'en reparler, mais effectivement, ça c'est un changement à mettre qui va être applicable progressivement et de manière totale à partir de 2028. Les derniers arrêts sur l'inaptitude au travail, ça me semblait intéressant effectivement. Ce sont des rappels, il n'y a pas d'arrêt de principe, mais c'est toujours source d'un fort contentieux avec des arrêts récents. Premier arrêt, 15 mai 2024, le caractère discriminatoire du licenciement peut résulter du fait que le salarié a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. Et le juge doit rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre des mesures adaptées est justifié par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination en raison de son handicap. Par exemple, impossibilité matérielle de prendre des mesures sollicitées ou préconisées par le médecin du travail ou caractère disproportionné. Lorsqu'un poste de travail ne peut pas être adapté aux préconisations du travail. Typiquement, il y a des postes qui ne sont pas télétravaillables. Si vous avez une préconisation de télétravail intégral et que le travail est posté avec une machine, eh bien, objectivement, l'employeur sera dispensé de mettre en place les préconisations du médecin du travail et son refus ne sera pas considéré comme étant discriminatoire, à raison
de l'état de santé ou du handicap du salarié. Alors, un arrêt intéressant sur les reclassements qui s'imposent à l'employeur, c'est un arrêt du 12 juin 2024. Vous savez, ce sont les formulaires d'aptitude qui sont remplis très rapidement, parfois par les médecins du travail. Quand on voit, alors vous avez vu sur les avis d'aptitude, il y a l'horaire d'arrivée du salarié et l'horaire de départ. En général, c'est très rapide et le médecin du travail doit cocher la case ou mettre une indication sur l'obligation de reclassement ou pas, ou la dispense de reclassement pour un salarié inapte. Ici, on avait un avis d'inaptitude où le médecin du travail avait coché la case l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Dans l'emploi. Alors, est-ce que ça voulait dire qu'il était reclassable dans un autre emploi dans l'entreprise? C'est ce qu'a prétendu le salarié dans ce contentieux, et la Cour de cassation là a donné droit à l'entreprise qui, elle, avait considéré que la mention utilisée équivalait à une dispense générale de rechercher un reclassement dans n'importe quel emploi de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on a eu, alors l'arrêt de 2024, donc ça concerne un avis d'inaptitude d'il y a plus de 5 ans. Plus de 5 ans, et c'est vrai, je me souviens qu'il y avait ces avis avec la pré-rempli dispense de recherche d'un reclassement dans l'emploi. Donc aujourd'hui, ils ont été changés, mais si vous avez des contentieux en cours avec cette cage cassée, eh bien ça concerne, ça emporte une dispense totale de reclassement. Alors c'est inédit parce que ça va à l'encontre de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui n'était pas vraiment sur le sujet, mais qui allait quand même dans un sens très restrictif. On avait un arrêt du 13 septembre 2023, on en a deux, mais un où la Cour avait estimé que la mention « dans cette entreprise » ne dispensait pas l'employeur de rechercher un reclassement dans le groupe de l'entreprise. Et autre arrêt du 13 décembre 2023, c'est pas septembre, 13 décembre, la mention indiquant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement sur le site. Là aussi, l'employeur était contraint de rechercher un reclassement sur les autres sites de l'entreprise. Donc, conséquence pratique, bien lire les avis d'inaptitude et surtout, en cas de doute sur l'obligation de reclassement ou pas, interroger le médecin du travail pour qu'il précise ce qu'il a entendu. Est-ce qu'il y a une dispense totale ou est-ce qu'il y a une possibilité de reclassement et selon quelle préconisation? C'est vraiment indispensable d'interroger le médecin du travail. Je vais passer plus rapidement sur ces arrêts dont vous aurez communication. Le premier concerne l'obligation de maintien de salaire par l'employeur pendant la visite, pendant le laps de temps qui avant la visite, l'organisation de la visite de reprise. Donc l'employeur est obligé de verser le salaire, même s'il n'a pas fourni de travail au salarié dans l'attente de la visite de reprise et de savoir si le salarié était apte ou pas. Autre arrêt du 19 juin. L'employeur ne peut pas imposer au salarié une durée du travail à temps partiel et procéder à la diminution de sa rémunération sans son accord, même si cela correspond aux préconisations de l'employeur, puisque ça aboutit à une modification du contrat de travail pour laquelle l'accord du salarié est indispensable. Nous avons ensuite un arrêt, alors des arrêts sur les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail qui concernent les conditions dans lesquelles l'origine professionnelle peut être reconnue.
non seulement reconnu et les conséquences qui s'en suivent, c'est-à-dire notamment doublement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Il faut que l'employeur, ait concouru à la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, donc que ce soit un arrêt de travail ou un arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle, et surtout que l'employeur ait eu connaissance de cette contribution à la survenance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. C'est souvent cette deuxième condition qui manque dans les précontentieux. Donc cet arrêt rappelle effectivement la double condition cumulative qui s'impose pour que les salariés bénéficient des règles protectrices en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Alors, derniers arrêts sur les propositions de reclassement, le premier et le dernier. Alors ça, je ne m'arrête pas, c'est classique, il n'y a pas de changement. L'employeur remplit son obligation de reclassement de manière loyale lorsqu'il propose un poste même moins bien rémunéré aux salariés. Ce n'est pas une obligation déloyale. C'est pas une exécution déloyale de l'obligation de reclassement. Donc il y a une présomption de démarche de reclassement loyale par l'employeur, et dans ce cas-là, c'est aux salariés de démontrer que ça n'a pas été le cas. On a 4 arrêts du 4 septembre 2024 intéressants pour rappeler les prescriptions en matière de droit social. C'est quand même un vrai casse-tête et c'est quand même utile. Alors ici, je vous rappelle les durées de prescription qu'on trouve dans le Code du travail. L'exécution du contrat de travail, les problématiques sur l'exécution du contrat de travail, c'est 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce l'a connu ou aurait dû connaître les faits, permettant d'exercer son droit. Donc 2 années. La rupture du contrat de travail, c'est 12 mois à compter de la notification de la rupture. Pas à la fin du préavis, la notification de la rupture. Le paiement du salaire, c'est 3 ans à compter du jour où le salarié aurait dû ou a connu les faits permettant d'exercer son droit. Et les faits de harcèlement et de discrimination, 5 années à compter du jour de la connaissance où le salarié aurait dû connaître son droit. Alors, ces arrêts du 4 septembre 2024 concernent des applications de ces règles qui sont intéressantes parce que est-ce que le RTT c'est considéré comme l'exécution du contrat de travail? Est-ce que c'est considéré comme du salaire? Eh bien, le premier arrêt nous dit que l'indemnité de jour de RTT, ce n'est pas de l'exécution du contrat de travail, mais c'est du rappel de salaire. Donc la prescription, c'est 3 ans et non pas 2 années. Voilà. Deuxième arrêt, c'est l'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris. Et alors là, à l'inverse, on n'est plus sur on aurait pu penser que c'est le même régime que les RTT. Eh bien non. La Cour de cassation nous dit que cela concerne l'exécution du contrat de travail et donc prescription de 2 années. Troisième arrêt, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui naît lors de la rupture du contrat de travail. Là aussi, c'est l'exécution du contrat de travail, prescription de 2 années. Là, c'est moins surprenant que les 2 premiers arrêts. Et enfin, l'action en nullité du licenciement fondée sur des faits de harcèlement moral est soumise à la prescription de 5 ans. Ça, c'est une confirmation de ce que nous connaissions déjà. Donc, rappel intéressant par ces 4 arrêts du 4 septembre 2024. Alors, un autre arrêt, d'autres arrêts du 2 octobre 2024, cette fois toujours concernant un salarié en arrêt maladie et en congé maternité.
On avait une salariée qui a été contrainte de travailler pendant son arrêt maladie puis son congé maternité, et elle réclamait un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé. La Cour de cassation a rejeté ces demandes du fait que le contrat de travail était suspendu et donc que l'employeur ne devait pas payer des salaires. En revanche, l'entreprise pouvait être condamnée à payer des dommages et intérêts à raison de la violation par l'employeur de son obligation de respecter le repos et de l'engagement de sa responsabilité extra-contractuelle. Voilà. Donc, la violation de cette obligation de respecter le repos se résout en dommages et intérêts. Et alors, cette fois, on est, nous dit un autre arrêt du même jour, 2 octobre 2024, dans le cas d'un préjudice de principe où le salarié n'a pas l'obligation de rapporter la preuve d'un préjudice pour pouvoir percevoir des dommages et intérêts en cas de travail, pendant l'arrêt maladie ou le congé maternité. Troisième arrêt du 12 juin 2024, l'employeur est-il contraint de mener une enquête interne quand un salarié dénonce une situation de harcèlement ? Eh bien, de manière surprenante, non, nous dit la Cour de cassation, enfin plus exactement, pas toujours. On a ici une salariée qui a été licenciée pour faute grave, qui conteste son licenciement, et elle considère que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité en n'engageant pas une enquête interne alors qu'elle avait dénoncé des faits de harcèlement. La Cour d'appel avait estimé que les mesures prises par l'employeur étaient suffisantes pour assurer la santé et la sécurité de cette salariée, même sans enquête interne, et donc a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation. Donc c'est vraiment un assouplissement là de la jurisprudence qui avait tendance dans les derniers arrêts vraiment à considérer que l'enquête interne était impérative dans toutes circonstances, et là on va peut-être revenir à une appréciation plus au cas par cas et une prise en compte des autres mesures qui auront été prises en compte par l'employeur, mises en œuvre par l'employeur pour assurer la santé et la sécurité des salariés, sans avoir impérativement à faire une enquête interne. Alors j'ai retenu également un arrêt sur l'exécution du contrat de travail et le formalisme contractuel de la levée de la clause de non-concurrence. C'est un arrêt intéressant parce que ici on avait un contrat de travail qui prévoyait la faculté de lever la clause de non-concurrence dans tel délai, je crois que c'était 15 jours après la fin du contrat de travail, voilà, c'est ça. Après la notification de la rupture, là encore, il faut bien relire son contrat quand on fait un licenciement, bien relire le contrat parce que c'est le point de départ. Parfois, c'est la notification de la rupture, parfois, c'est la fin du la date de rupture des relations contractuelles. Ça vaut aussi pendant la période d'essai. Donc vraiment bien relire le contrat de travail. Et ici, le contrat de travail prévoyait l'envoi d'une lettre recommandée pour libérer le salarié. L'employeur a respecté le délai, mais a informé le salarié par email, qui ne contestait pas de l'avoir reçu. Mais l'employeur n'avait pas respecté le contrat, et donc la Cour de cassation a considéré que la renonciation à la clause provenant de l'employeur n'était pas valable et a donc reconnu que la demande d'indemnité compensatrice, pas de contrepartie financière réclamée par le salarié était valable. Voilà, donc vraiment vigilance extrême sur ces petits points de formalisme. Alors la Cour a aussi rendu un arrêt sur une situation de propos à connotation sexuelle. Est-ce qu'il justifie un licenciement même s'ils n'ont pas été sanctionnés par le passé? Oui, nous dit la Cour de cassation de manière assez classique.
C'est pas vraiment une surprise. Le fait de ne pas avoir licencié immédiatement ne confère en rien aux salariés une immunité contre une mesure de licenciement ultérieure. Donc c'est pas parce que on a toléré des propos qui n'ont pas été sanctionnés une fois ou deux fois que la troisième fois, c'est tolérable et que on ne peut pas passer directement au licenciement sans passer par l'échelle des sanctions intermédiaires, nous dit la Cour de cassation. Alors la Cour continue, là, des arrêts très récents du 3 octobre 2024, son périple sur le droit à la preuve. Le droit à la preuve avec un arrêt très intéressant où la Cour de cassation rappelle que considère que la Cour d'appel ne s'est pas livrée à un contrôle excessif et ajoute une exigence au contrôle du juge. Il s'agissait d'une situation où le salarié ou l'employeur avait contrôlé le contenu d'une clé USB personnelle du salarié. Voilà, donc là encore, l'employeur a le droit. Le principe, c'est que les moyens de preuve peuvent être déloyaux aujourd'hui, peuvent être acceptés dès lors qu'ils sont indispensables à la sauvegarde, à la défense des intérêts de l'employeur. Et en l'occurrence, là, l'employeur avait utilisé une clé USB personnelle d'un salarié sur laquelle il avait découvert que le salarié avait stocké tout un tas d'informations professionnelles. Donc le salarié avait estimé que le fait d'avoir accaparé la clé USB était un moyen de preuve illégal. Et la Cour de cassation nous dit que dans ce cas, il n'y a pas de violation de la confidentialité et que le moyen de preuve, il est admissible puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen de preuve à la disposition de l'employeur. C'est le sens de cet arrêt du 3 octobre 2024. 9 octobre 2024, la Cour de cassation nous rappelle, ça va de soi, mais c'est le premier arrêt sur le sujet, que le salarié ne peut pas être sanctionné s'il ne répond pas sur son téléphone portable professionnel pendant la suspension du contrat de travail, pendant le temps de repos ou pendant un arrêt maladie. Voilà. Donc ici, on avait un livreur qui avait un téléphone professionnel et le salarié n'a pas réussi à joindre la veille de sa reprise du travail pour lui annoncer le planning du lendemain. Il l'a appelé 3 fois. Il n'a pas répondu. Le salarié a été sanctionné. La Cour d'appel et la Cour de cassation considèrent que la sanction est abusive, n'a pas lieu d'être puisque le contrat de travail n'a pas repris et que l'employeur, même s'il s'agissait d'un outil professionnel, le salarié n'est pas obligé de répondre puisque le contrat de travail est encore suspendu. J'ai zappé l'arrêt du 23 octobre 2024 sur l'irrecevabilité de l'action d'un syndicat à demander la nullité de l'ensemble du règlement intérieur en référé parce que les formalités ici n'avaient pas été respectées. Les formalités d'affichage, de dépôt et précision sur la date d'entrée en vigueur n'avaient pas été respectées. Le syndicat avait demandé en référé l'inopposabilité, la nullité de l'ensemble du règlement intérieur et le juge a considéré que cette action était irrecevable. Et enfin, un arrêt, pour terminer, un arrêt intéressant sur la date d'effet reprochée dans une lettre de licenciement disciplinaire. Alors, on a un licenciement pour faute grave qui ne précise pas la date d'effet. Et effectivement, le salarié avait considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse puisque les faits n'étaient pas datés. Alors là encore, la Cour d'appel et la Cour de cassation nous disent vraiment il faut faire du cas par cas. Dès lors que les faits étaient suffisamment précis, matériellement vérifiables, et que l'employeur pouvait justifier qu'ils avaient eu lieu moins de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, fait
que le licenciement pour faute grave était suffisamment motivé. Donc évidemment, il vaut mieux dater les faits, mais quand on n'a pas la preuve certaine, il vaut mieux se référer à un contexte qui a eu lieu moins de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. Finalement, c'est ce contexte que les juges vont regarder et pas forcément une date dont on n'est pas certain. C'est l'intérêt de cet arrêt du 11 septembre 2024. Voilà pour ce panorama de jurisprudence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes peut-être. Non? Bah écoutez, vous aurez communication de ce support et je suis à votre disposition par écrit. J'ai mon adresse mail à la fin du support. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité.